français de logiciels de gestion d'infrastructure et de virtualisation qui s'appelle Vates et qui est basé à Grenoble. Avant ça, il n'y a peut-être pas si longtemps, comme vous pouvez le voir, je travaillais sur des thématiques liées à la politique industrielle, à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est en fait l'entité gouvernementale en France qui s'occupe d'assurer la cyberdéfense des infrastructures critiques disons, des infrastructures de l'État. Et puis, j'ai eu un passé, notamment dans le logiciel libre et open source. J'ai cofondé le projet LibreOffice et j'ai eu une activité, alors je ne vais pas dire au sein des institutions européennes, mais plutôt auprès des institutions européennes sur effectivement des problématiques liées au logiciel libre, à la standardisation et aux politiques numériques dans les années 2007-2014. Et effectivement, j'ai fait un petit peu aussi de standardisation numérique. Voilà. Je vous ai indiqué mon compte Twitter et puis mon mail professionnel pour ceux que ça intéresserait éventuellement. Mais ça, c'est déjà, bon, c'est un peu trop de détails sur moi peut-être. J'ai souhaité peut-être commencer l'intervention de ce soir en rappelant des éléments qui me paraissent fondamentaux par rapport au cloud, ce que c'est que le cloud, qui utilise le cloud, pourquoi, comment, etc., etc., avant de commencer à parler des risques qui sont liés au cloud computing plus précisément. Le cloud computing, déjà, je vais commencer par vous le dire comme ça, c'est pas de la magie en fait, le cloud computing. Le cloud, c'est la mutualisation de toutes les capacités, de capacités de calcul, de stockage et de réseau sur une infrastructure donnée. Alors ça peut être, ça peut être un petit data center. Donc voilà, ça peut être une salle serveur, mais ça peut être des data centers gigantesques qui sont reliés les uns aux autres, qui sont distribués à la surface du globe. Alors là, je pense notamment aux data centers d'AWS, d'Equinix, de Microsoft, de Google, d'Alibaba, bien sûr. Et donc, parallèlement à ça, la première chose qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas une question de taille. Le cloud n'est pas une question de taille. Le cloud, c'est d'abord un état de l'art technique. Et pour reprendre, disons, voilà, cette idée de mutualisation des capacités de calcul, de stockage et de réseau, eh bien, cette mutualisation ne serait pas possible elle-même si vous n'aviez pas une couche de virtualisation, qui est elle-même une abstraction, en fait, du matériel informatique et qui permet en fait la séparation et l'isolation au niveau logiciel de ressources informatiques. Ce qui fait qu'en fait, vous avez ce que vous mettez en dessous comme matériel n'a plus, du point de vue de l'utilisateur du moins, n'a plus d'importance, puisqu'en fait, l'utilisateur ne voit plus vraiment le matériel qu'il utilise, il ne voit que les services, il ne voit que des ressources. Et du coup, un des corollaires à ces services et ces ressources, eh bien, c'est qu'il est possible de passer à l'échelle de façon élastique. Le passage à l'échelle, en anglais, ce qu'on appelle le scale-up ou le scale-down, c'est la capacité que vous allez avoir à pouvoir utiliser ces ressources informatiques de façon finalement extrêmement rapide et de façon, j'allais presque dire, indolore. Vous avez besoin de doubler votre capacité de calcul ou de stockage, par exemple, eh bien, vous pouvez le faire littéralement en quelques clics de souris. Vous avez besoin de faire l'inverse, c'est la même chose. Alors après, la façon dont c'est facturé, c'est encore un autre débat, mais toujours est-il que techniquement, vous pouvez le faire. Parce que le cloud et les technologies du cloud vous permettent de le faire. Alors, si on rentre un petit peu dans les détails, ce que vous voyez ça donc sur le petit schéma, qui n'est pas de moi, hein, qui est d'une entreprise qui s'appelle Red Hat. Ce que vous voyez, c'est que généralement,
on distingue trois grandes sortes de services cloud. Vous avez le IaaS, Infrastructure as a Service. Vous avez le PaaS, Platform as a Service, et le SaaS, Software as a Service. Et on-site, en fait, le on-site, c'est ce que vous voyez donc à gauche. Eh bien, c'est tout simplement, j'allais dire, l'infrastructure informatique par défaut. Le IaaS, donc l'infrastructure as a service, c'est tout simplement la forme la plus basique du cloud, c'est-à-dire que finalement, ce que vous avez, ce qui est mis à votre disposition, c'est la puissance brute de calcul, de stockage et de réseau, qui est elle-même fonction du matériel et finalement de la technologie de virtualisation qui va un petit peu mettre tout ça de concert et en harmonie. C'est aujourd'hui, pour les entreprises du moins, la forme la plus utilisée en fait de cloud, tout simplement parce que les entreprises peuvent y mettre à peu près ce qu'elles veulent finalement, comme type d'application et comme type de logiciel. Ensuite, vous avez la forme la moins utilisée, oui, la moins connue, on va dire, du point de vue du grand public, c'est la Platform as a Service. Platform as a Service, en fait, ce que vous avez, c'est la mise à disposition de plus de choses, mais finalement, vous avez des besoins un peu particuliers pour aller faire du traitement de données, par exemple, ou du test logiciel, ou du test on va dire, de certains types d'applications qui sont liées à certains métiers un peu particuliers. Et donc, ce dont vous avez besoin, finalement, ce n'est pas d'un service abouti, mais ce n'est pas non plus d'une infrastructure un peu brute de décoffrage. Vous allez avoir besoin d'une plateforme, la mise à disposition d'une plateforme. Et le SaaS, pour finir, le SaaS, on fait tout. Hein, c'est-à-dire que là, on va du matériel jusqu'au logiciel. Et bien ça, en réalité, vous le connaissez. Vous le connaissez lorsque, aujourd'hui, dans la plupart des cas, je pense, vous vous connectez à votre mail, vous allez, je ne sais pas, moi par exemple, consulter de la cartographie en ligne, vous allez regarder, par exemple, ce que vous êtes en train de faire là en ce moment. Techniquement, pour ceux qui n'utilisent pas le client Zoom et qui assistent à cette session dans leur navigateur, eh bien, ce que vous êtes en train de consommer, c'est du SaaS. Voilà, donc là, le SaaS, ça fait tout ce qui est l'application, la mise à disposition d'une application directement vers les utilisateurs, normalement, on va dire, sans recours à un client lourd particulier qui fonctionnerait sur un poste de travail. Voilà, donc ça, c'est déjà des petites distinctions d'architecture, histoire d'avoir un petit peu les idées claires sur le cloud. Ensuite, alors, mais à quoi ça sert le cloud? Écoutez, le cloud, une des premières utilisations, c'est le calcul intensif. Alors, le calcul intensif, au départ, c'est vrai, c'était pour des usages scientifiques. Et ça reste une grosse utilisation du cloud, finalement. Mais en fait, vous avez besoin de calcul intensif pour faire plein de choses. Le calcul intensif, les banques en ont besoin. Voilà, il n'y a pas que les laboratoires. Le calcul intensif, vous avez plein d'applications professionnelles qui en ont besoin. Et finalement, au-delà du calcul intensif, vous avez après l'usage intensif de stockage. Lorsque vous allez mettre en ligne vos photos ou vos vidéos, eh bien, vous allez utiliser à la fois beaucoup de réseaux, vous allez utiliser beaucoup de calculs, dans certains cas, si vous voulez retoucher des photos, par exemple, et puis vous allez utiliser beaucoup de stockage si vous mettez vos photos dans le cloud. Je n'ai pas dit qu'il fallait mettre ces photos dans le cloud, mais ça, c'est un autre débat. Vous allez, alors il va y avoir aussi beaucoup d'usages, on va dire, un peu professionnels, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui beaucoup d'entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs, qui vont utiliser le cloud comme outil collaboratif, c'est-à-dire comme plateforme de communication interne à l'entreprise. Avant, vous aviez ce qu'on appelait un intranet.
Aujourd'hui, même si vous pouvez avoir un intranet, il est rapidement dépassé, peut-être par quelque chose qui va ressembler à un intranet, mais cet intranet lui-même va être hébergé souvent à l'extérieur. Et il va être hébergé sur des infrastructures cloud. Et évidemment, alors vous avez les réseaux sociaux et vous avez le stockage. Le stockage, euh, si vous voulez, aujourd'hui, la capacité de stockage double année après année, ce qui est énorme, parce qu'on a de plus en plus besoin de stockage. Des gens, par exemple, qui sont le machine learning, par exemple, et dans l'intelligence artificielle, ont besoin de consommer énormément de données. Donc, ce n'est pas juste les gens qui mettent les photos de leurs chiens et de leurs enfants dans le cloud, c'est en réalité des entreprises et des gouvernements aussi parfois qui vont avoir recours aux capacités de stockage du cloud pour ensuite pouvoir en dériver des usages particuliers. Je vous donne un exemple comme ça au niveau gouvernemental. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de pays qui vont vouloir agréger énormément de données géospatiales, énormément de données terrain pour en fait en extraire de l'intelligence et du renseignement de type militaire ou sécuritaire. Et bien ça, ce genre de données, ce volume de données, il est gigantesque. Et rien que ça, à l'échelle de pays, ça nourrit une demande qu'il ne faut pas sous-estimer en fait dans la croissance du cloud. Et d'ailleurs, en termes de croissance de cloud, en termes purs de croissance économique, en 2021, on pense que le cloud pur, donc on ne parle pas de du secteur ou de l'industrie informatique en général, c'est juste le cloud, on va atteindre 300 milliards de dollars US. Et quand on dit les 300 milliards de dollars US, c'est même pas une prévision optimiste, c'est juste le milieu du panier, j'allais dire, comme type de scénario. Alors, les acteurs, en tout cas les plus grands acteurs, vous avez AWS. Donc AWS, c'est Amazon Web Services, donc c'est Amazon, tout simplement. Vous avez, en fait, si vous faites vos courses chez Amazon, il faut que vous sachiez que vous avez des filiales dans chaque pays, et puis après, vous avez évidemment les filiales qui sont en Europe, les filiales aux États-Unis, etc., mais vous avez surtout deux grandes filiales. Amazon, c'est deux grandes filiales. Vous avez Amazon qui est le Amazon.fr ou Amazon.com, par exemple. Et là, vous pouvez acheter des bouquins, vous pouvez acheter des pommeaux de douche ou des t-shirts, ce que vous voulez. Mais ensuite, vous avez quelque chose qui s'appelle Amazon Web Services. Et Amazon Web Services, c'est tout simplement la plus grande infrastructure du cloud du monde. Et Amazon Web Services, évidemment, sert à produire et à gérer et à porter Amazon, mais elle sert à un nombre incroyable d'entreprises et même de gouvernements. Ensuite, mais loin en dessous, vous avez le numéro 2. Le numéro 2, c'est Microsoft avec sa plateforme Azure. Et puis vient un acteur qui existait il y a 5 ans, mais qui a une croissance exponentielle et qui est un acteur chinois qui s'appelle Alibaba. Donc qui est une entreprise co-détenue par Jack Ma, dont on reparlera vers la fin de cette session. Et puis vous avez Google, et normalement encore vraiment beaucoup plus loin derrière, vous avez Oracle. Alors tout le reste, tout le reste n'est pas forcément en fait en dessous, mais tout le reste voit sa part de marché décroître parce que quand Amazon ou Microsoft, par exemple, s'étendent, ou grandissent, ils grandissent tellement vite qu'en fait, ils sont proportionnellement toujours plus grands en fait, que le reste de la concurrence. Donc en gros, si vous voulez, tout le reste, normalement, était, il y a encore 6-7 ans ou 8 ans, à peu près au niveau de là où était AWS. Mais finalement, AWS grandit tellement que, en fait, tout le reste de la compétition se situe plus ou moins au niveau de la capacité de calcul d'un Microsoft seulement. Et a priori, ce n'est pas quelque chose qui semble nécessairement augmenter en capacité parce que c'est Microsoft qui augmente et AWS qui augmente et bien sûr Alibaba et Google et Oracle.
Le premier, a priori, mais je peux dire peut-être une bêtise, mais le premier acteur qui n'est pas issu, qui ne soit pas issu de cette liste de 5 entreprises est Equinix, qui est une société américaine. Alors, vous allez me dire, mais tout ça, à quoi bon? C'est un peu vertigineux quand même. Et effectivement, le cloud, au-delà des choses un peu rationnelles, on va dire, que j'ai essayé d'évoquer jusqu'à maintenant, le cloud, c'est aussi la machine à fantasmes. Le cloud, c'est d'ailleurs, voilà, cloud en anglais veut dire nuage. Et quand on parle de nuage, on n'est jamais trop loin du fantasme. Alors là, je vous ai mis 2 photos et je tiens à vous dire quelque chose. Ces 2 photos sont vraies. Elles ne sont pas exagérées. Vous avez d'un côté quelqu'un qui regarde, qui est dans un data center. D'ailleurs, si vous demandiez à quoi ça ressemble un data center à l'intérieur, ben voilà à quoi ça ressemble. Eh bien, vous avez les 2 exemples d'un data center. C'est-à-dire que faut pas penser que ce qui est d'un côté, ça n'existe pas, et ce qui est de l'autre côté, ça existe. Non. Vous avez le pire et le meilleur. Et encore, je n'ai pas forcément pris la photo la pire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce qui est apparemment magique ou inquiétant quand on est dans le cloud, c'est que c'est vraiment l'art du dessaisissement. Vous avez tout à votre portée d'une certaine façon, vous avez l'impression de pouvoir tout faire, tout acheter, en même temps, il n'y a plus rien, vous ne contrôlez plus rien en réalité. Et de là, d'une certaine façon, découle la première notion de risque. Puisque, effectivement, si je vous montre la photo où il y a le monsieur qui a l'air très professionnel et qui consulte des informations qui sont affichées sur des écrans pendant que son data center est très bien en ordre, vous allez me dire, bon, bah, passons, mais lui, qu'est-ce qu'il peut faire d'ailleurs? Comment est-ce qu'il peut contrôler les machines? Ce qui est toujours une bonne question. Ça, c'est une chose. Si je vous montre l'autre photo, vous réalisez quelque chose d'autre, c'est que le cloud, ce n'est pas juste un nuage. Il y a des fils, il y a du matériel, il y a des processeurs, il y a des disques durs, il y a des connecteurs réseau, il y a des ports réseau, et tout ça, ça fonctionne avec des humains derrière. Et ça, c'est très important de bien comprendre. Parce que effectivement, le cloud, et avec le cloud, les gens, d'une manière générale, qu'ils soient finalement pris dans leur acception individuelle de citoyens, de consommateurs ou de professionnels, ils ont quand même l'impression que finalement, ils sont complètement pris dans une espèce de vertige, qui est le vertige d'un côté de l'immatérialité et de la disponibilité. Voilà. Donc, je ne vous commenterai pas les 2 images qui sont là. C'est à vous de les comprendre, on va dire. Donc, no comment de ma part, mais je pense que ça résume assez bien ce qui se passe, en fait, d'une certaine façon. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet, on va dire, je vais aborder d'abord des risques techniques. Parce que c'est, à mon sens, ce qui est le plus, peut-être, comment dire, ce qui est peut-être le plus objectif, ce qui est peut-être le plus détaillé et, j'allais presque dire, scientifique. Alors, les risques techniques, le premier risque technique, bien sûr, c'est le plus simple, c'est l'interruption de service. L'interruption de service, c'est qu'un jour, votre mail arrête de marcher. D'ailleurs, ce n'est pas que votre mail, c'est le mail qui est hébergé pour votre entreprise, pour votre organisation, pour vous-même, pour votre famille. Et là, tout d'un coup, vous n'avez plus de mail. Ça y est. Donc, finalement, voilà, c'est un peu bébête, mais vous ne pouvez plus accéder à vos informations si vous n'avez pas sauvegardé vos mails quelque part. Vous n'avez plus accès à vos contacts. Voilà. Et puis, ça peut aller beaucoup plus rapidement, ça peut devenir beaucoup plus grave parce que c'est peut-être pas que le mail, c'est peut-être vos informations importantes de l'entreprise qui sont stockées dans le cloud qui, tout d'un coup, ne sont plus accessibles. Alors, me direz-vous, oui, mais l'interruption de service, ça existait déjà avant qu'on soit dans le cloud. Dès qu'on avait une infrastructure informatique, à la limite, on avait peut-être plus d'interruptions de service. Oui, c'est vrai, dans certains cas. Et d'ailleurs, ça a souvent été un bel argument de vente pour pousser des professionnels à passer, d'ailleurs, d'une infrastructure qu'ils maîtrisaient plus ou moins au cloud. C'est-à-dire que finalement, on leur a dit, mais attendez, laissez des professionnels faire. Nous, on a toutes les technos pour remédier à ce genre de problème. Vous verrez, vous allez avoir une disponibilité qui est extraordinaire.
disponibilité des ressources qui est extraordinaire. Bon, mais toujours est-il que l'interruption de service, c'est un premier risque. Ensuite, vous avez un problème quant à la maîtrise de l'infrastructure technique et applicative. Parce que vous allez avoir des clouds où, fondamentalement, on va un peu vous laisser faire ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on va vous dire, bah, très bien, vous avez des ingénieurs, vous avez des administrateurs réseau. Donc nous, voilà, typiquement dans le cas d'une infrastructure as a service, l'offre va être finalement très basique d'une certaine façon. On va vous dire, bah, nous, on vous met ce genre de ressources à disposition. Maintenant, les logiciels, les systèmes d'exploitation, vos applications métiers, on ne veut pas le savoir. Nous, tout ce qu'on regarde, c'est ce que vous consommez. Ce que vous consommez en termes de bande passante, ce que vous consommez en termes d'espace disque. Voilà, vous faites, mais en dehors de ça, vous faites ce que vous voulez. Bon, ça, c'est bien. Mais il va y avoir des choses qui vont être beaucoup plus contraignantes. Vous allez avoir des offres qui vont finalement vous dire, bah, écoutez, vous avez des problèmes d'ingénierie assez concrets, c'est-à-dire que vous voudriez bien passer dans le cloud, mais vos applications, en fait, elles ne sont pas portables dans le cloud. Donc, nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est-à-dire le fournisseur d'accès cloud, le fournisseur de services cloud, c'est de pouvoir mettre vos applications, de pouvoir faire fonctionner vos applications et de pouvoir traiter vos données à l'aide de notre propre infrastructure applicative. Et là, vous allez être finalement pris dans un jeu de verrouillage, finalement, de vos applications parce que vous n'allez plus en réalité avoir la maîtrise de toute la glue, de tout le liant de votre propre infrastructure et de votre propre système d'information. Ça, c'est très clairement un risque, et c'est un risque qui est de plus en plus connu d'ailleurs. Hein. Les entreprises en parlent de plus en plus. Ensuite, vous avez aussi tout simplement un vieux problème, mais ça, c'est un problème qui existe, j'allais dire, même en dehors du cloud, qui est la maîtrise logicielle et matérielle. Moi, je travaille pour un éditeur français. Vous allez avoir des grands fournisseurs de cloud européens ou français qui vous disent qu'ils sont européens ou français et que peut-être même ils sont souverains. C'est sans doute vrai pour une part, mais il faudrait voir à pas forcément proposer pour autant des couches logicielles qui ne soient pas justement françaises et européennes. Parce que si vous avez fait rentrer le loup dans la bergerie, si vous n'êtes pas capable d'évaluer et d'apprécier un risque qui va être que vous ne contrôlez pas votre logiciel et le logiciel qui est en train de processer vos données, de traiter vos données, écoutez, oui, certes, c'est déjà bien d'avoir quelque chose qui soit physiquement établi chez un fournisseur que vous connaissez. En revanche, le risque qui porte sur ce que va faire ce logiciel, lui, il existe toujours. Et donc, c'est très important de ne pas perdre ça de vue. Ensuite, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vu, vous allez avoir chez chacun de ces fournisseurs de services cloud, normalement, comme la loi le veut en France, et généralement comme la réglementation européenne le veut, on va rester simple, on va rester en Europe, une obligation d'avoir quand même un minimum d'évaluation et de gestion des risques cyber. Alors, quand vous allez chez les très très gros, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, qu'ils soient ce que vous voulez, on va vous sortir des papiers dans tous les sens qui disent que c'est formidable, qu'ils ont tout fait en conformité avec des référentiels. Et c'est bien, souvent ils le font bien, il faut quand même le savoir. Mais ça n'est pas tout, c'est-à-dire qu'après, il faut bien voir que normalement, beaucoup de ces acteurs sont quand même dans une obligation pratique, voire juridique, de passer par les services, soit de professionnels de la surveillance de réseau, soit par des équipes en interne qui, elles, vont assurer leur politique et leur sécurité, leur cybersécurité. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Vous allez avoir en fait, des acteurs qui sont complètement défaillants. Et là, ça peut devenir un gros problème. Et ça devient un gros problème d'ailleurs dans la mesure où, comme je vous le disais au début, si le cloud, c'est la mutualisation et la concentration de ressources
en des points très particuliers, eh bien, c'est l'inverse d'une architecture et d'un ensemble distribué. C'est-à-dire que si vous avez un problème qui commence à arriver dans une cloud, dans une infrastructure cloud, eh bien, vous allez avoir ce problème qui va très facilement, très rapidement risquer de s'étendre à toute l'infrastructure cloud et donc à plein d'utilisateurs. En fait, c'est littéralement, pour rester dans l'actualité, ce qu'on appelle le développement de clusters, ni plus ni moins. Donc, savoir qu'effectivement, il y a un risque cyber, il est là comme il est ailleurs, mais le risque cyber existe, et qu'il faut, là aussi, et là comme ailleurs, faire la grande différence entre ce qui est affiché en termes de politique cyber, en termes d'homologation du système d'information, en termes d'analyse des risques, et puis la pratique de la sécurité au sein de ces fournisseurs d'accès, au sein de cette infrastructure cloud, au jour le jour. Ensuite, vous allez avoir des risques organisationnels. Alors, là, j'ai semblé être un peu court, mais c'est parce qu'en réalité, ce sont des risques qui sont d'une nature tellement variée, tellement large, que quelques mots suffiront. Premièrement, la sécurité physique. Attention, on en parle peu, on n'en parle pas. C'est vrai qu'il y en a moins aujourd'hui qu'hier, mais il y en a. Il y a des intrusions et des sabotages au sein de data centers. En France, en Navarre, dans d'autres pays européens, en Amérique, en Russie, il y en a. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a? Tout simplement parce que ça représente de l'argent, les données représentent de l'argent, tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent saboter des infrastructures, et puis parce qu'il y a mille et une raisons d'aller le faire. Alors aujourd'hui, quand vous avez des data centers, pour ceux qui ont pu approcher un data center, pour ceux qui sont rentrés dans des data centers, vous seriez surpris du niveau de sécurité, au sens de sécurité physique, une sécurité périmétrique de ces installations. C'est-à-dire que vous avez, il y a la vidéosurveillance effective, hein, c'est pas la vidéosurveillance avec des caméras aveugles. Vous avez la vidéosurveillance, vous avez des gens qui regardent à l'intérieur ce qui se passe, vous avez des patrouilles autour, vous avez des badges d'accès, donc des contrôles des accès, alors, normalement, on va dire, quand c'est bien fait, chaque employé de l'entreprise, non seul, alors, chaque employé d'entreprise qui a eu accès et qui a accès au data center et qui peut faire des actions, entamer des actions sur du matériel et sur l'infrastructure elle-même, normalement a été audité, normalement ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe quelle heure, et normalement, on a quand même vérifié plus ou moins son passé, son pédigré, et peut-être même d'ailleurs, dans certains cas, son casier judiciaire. Néanmoins, des gens qui se sont infiltrés, il y en a eu, il y en a, et il y en aura. Ensuite, vous allez avoir tout simplement, alors à la fois des risques qui sont liés à l'hébergeur, fournisseur de services cloud, parce qu'on doit quand même se poser la question de la santé de l'opérateur, de la santé de l'infrastructure et de l'entreprise derrière l'infrastructure. Qu'est-ce qui se passe si cette entreprise, demain, est avalée par une autre entreprise? Qu'est-ce qui va changer en termes de personnel, en termes d'organisation, en termes, en réalité, d'intérêt et d'objectifs que se fixe l'organisation, etc., etc. Mais il y a aussi, une fois qu'on a parlé du fournisseur de services cloud, quelque chose qui se passe en interne de votre organisation. Si vous vous placez du point de vue d'une entreprise ou d'un État ou d'une administration, on va dire, c'est qu'est-ce qui va se passer par rapport aux gens qui ont la capacité, justement, de pouvoir mettre ou faire migrer des données issus de l'organisation et qui vont aller sur telle ou telle infrastructure, telle ou telle plateforme de cloud. Là aussi, il faut s'interroger sur qui fait quoi en interne, mais en interne de l'organisation. Et donc, finalement, on pourrait aller très, très loin, en fait, dans ce genre de scénario. Mais je vais en retenir un seul parce qu'il me semble qu'il n'est jamais réellement considéré comme étant un risque, finalement, alors que c'est une pratique extrêmement étendue. Et d'ailleurs,
à cet égard, on pourrait dire que une partie de ce qui a fait le succès de plateformes cloud bien connues, c'est précisément ça, c'est ce qu'on appelle le shadow computing. Le shadow computing, euh, c'est quelque chose d'assez simple à expliquer. Vous êtes dans une entreprise ou dans une administration, vous êtes au département technique, voilà, vous êtes au département de l'IT, et voilà, vous n'êtes pas forcément directeur, mais en gros, voilà, vous êtes dans une équipe, vous êtes en charge d'une équipe, et puis vous avez un projet à faire, et puis vous vous rendez compte que ce que vous a donné la direction des services informatiques, en termes de ressources, c'est-à-dire en termes de, je ne sais pas, peut-être le serveur, la version du logiciel, pour développer ou pour tester telle ou telle application, eh bien, ça n'est pas la bonne. Alors, vous allez essayer d'aller voir, enfin, de faire remonter l'information pour qu'on essaye soit d'acquérir un nouveau serveur, ça va prendre du temps, soit d'acquérir la nouvelle version de tel ou tel logiciel, ça va aussi prendre du temps. Et puis peut-être d'ailleurs que le directeur des services informatiques, lui qui a négocié un bon contrat avec tel ou tel éditeur, lui ne veut pas en réalité vous faire acheter ou acheter les services ou la licence d'un concurrent. Donc en fait, il va bloquer l'achat. Il va vous dire non. Et puis vous, vous êtes bien embêté parce que votre objectif, c'est quand même d'aller faire votre boulot. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur une plateforme cloud, et là, vous allez voir les prix, juste pour aller tester quelque chose, pour aller mettre en place un petit hébergement, quoi, pas un hébergement de toute une structure. Les prix sont tout à fait gérables. Quand ils ne sont pas gratuits pendant 3 mois, on va vous dire, voilà, vous avez payé 5 euros, 3 euros, ça va dépendre de votre consommation. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez votre carte bleue, la carte bleue à vous. Alors, vous pouvez parfois peut-être sortir la carte bleue d'entreprise, mais votre carte bleue à vous, voilà, vous la sortez. Et puis, vous commencez à payer. Alors, tout se passe très bien, hein. Simplement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand vous faites du shadow computing, tout d'un coup, vous êtes hors radar de la DSI. Hors radar, donc, de la direction des services informatiques, puisque ce que vous faites n'est plus du tout visible du strict point de vue de la comptabilité, de l'administration propre de votre organisation, puisque c'est quelque chose que vous faites à côté, dans l'ombre, finalement. Vous le faites pour améliorer, pour optimiser, certes, mais vous avez dépassé, vous êtes passé par-dessus, en réalité, à la fois la direction des systèmes d'information, mais vous êtes aussi passé au-dessus et par-dessus la tête du responsable de la sécurité, qu'il soit responsable de la sécurité ou responsable de la sécurité des systèmes d'information. Et ça, c'est une pratique extrêmement courante. Et c'est une pratique extrêmement courante, pourquoi? Parce qu'en réalité, vous gagnez en agilité, hein, du point de vue de celui qui fait ça, et vous n'êtes pas en train de faire des notes et en train d'essayer de pleurer pendant 3 mois pour qu'on vous change un serveur, pour qu'on vous donne un nouveau logiciel. Voilà, vous l'avez en ligne, vous testez ce que vous avez à tester, vous faites ce que vous avez à faire, puis quand c'est terminé, c'est pas grave, vous résiliez, c'est facile. Et puis, sauf que finalement, vous trouvez que c'est quand même bien pratique. Et puis, vous venez voir au bout de quelques mois la DSI, et puis vous leur dites, finalement, on a fait ça comme ça, on est passé chez, AWS pour ne pas les citer, ça marche très bien, on a testé ce nouveau service, on va proposer ça à tous les employés. Le DSI regarde, il dit, mais en fait, c'est vrai, ça c'est génial. Bon, voilà, bim, vous venez de passer dans le cloud. Il n'y a eu aucune décision par le COMEX. Il n'y a eu aucune décision réelle par la DSI. Ce que vous avez fait, c'est un acte très simple. Très simple. Et ça y est. Et c'est ce qu'on appelle le shadow computing. Le problème avec ça, c'est que là, vous vous ouvrez à vous exposer à un nouveau profil de risque, qui est que non seulement c'est à la fois officiel et officieux, c'est surtout officieux. Normalement, quand vous faites bien les choses, vous n'extrayez pas forcément les données de votre entreprise, mais parfois ça peut arriver, même sans que vous le sachiez ou que vous le compreniez. Et vous commencez évidemment à rentrer dans le profil de risque que j'ai évoqué plus haut, risque technique, risque organisationnel, et puis maintenant, on va le voir, les risques juridiques. Alors, les risques juridiques, déjà, il faut quand même, je pense, traiter d'un premier sujet, c'est que dès que vous avez, aujourd'hui, on aime beaucoup les référentiels, et on aime beaucoup la conformité, qui est une culture à l'anglo-saxonne. Alors, la conformité,
Ça va être, alors c'est pas uniquement en informatique et dans le cloud, hein, je le sais, mais alors la conformité dans le cloud, parfois c'est très bien fait, et c'est très bien, mais ça donne de la lisibilité à certaines offres et à certains acteurs, et pourquoi pas, moi j'ai travaillé sur des référentiels de conformité et de confiance et de sécurisation d'infrastructures cloud lorsque j'étais à l'ANSSI. Et ben écoutez, ça vaut quand même la peine de passer par ce genre de processus. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Néanmoins, vous allez dans beaucoup de pays, même des pays européens, la conformité, c'est un QCM. Hein. C'est ni plus ni moins qu'un QCM. Vous avez des auditeurs que vous payez très cher, qui viennent de grandes sociétés de conseil, et ils ne regardent pas vraiment comment est votre data center. Il a juste besoin d'être vaguement propre, on va dire, que les gens aient l'air d'être vaguement professionnels, vous leur donnez le QCM, eux ils sont contents, ils repartent, ils rédigent leur rapport, merci, au revoir. Voilà. Donc la conformité, c'est pas la réponse à tout, en fait. La conformité, c'est traité de plus en plus, encore une fois que ce soit sur ce sujet comme sur d'autres, comme étant l'excuse qui va bien pour n'importe quelle entreprise pour dire qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mais en réalité, souvent, c'est pas comme ça que ça se passe et ça laisse des trous béants et des risques qui ne sont pas analysés, qui ne sont pas jaugés, tout simplement parce qu'on ne s'est jamais posé vraiment les bonnes questions. On s'est simplement focalisé sur le questionnaire, d'une certaine façon. Alors, sur le cloud, déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est que vous avez des contrats pas vraiment standards. Et vous avez des contrats qui sont tellement pas standards, d'ailleurs, que dans mon expérience, lorsqu'on parle à des juristes, il y a finalement assez peu de juristes qui sont capables de comprendre les contrats que leur proposent, enfin, pardon, que leur imposent les fournisseurs de services cloud. Et finalement, ils ne voient pas qu'il y a plein de clauses qui sont probablement abusives, ils ne voient pas qu'il y a des clauses qui sont parfois confiscatoires, que la compatibilité de certaines de ces clauses contractuelles avec le droit national, voire le droit européen, est plus que douteuse. Et ça, c'est juste le début. Mais ils signent. Ils signent parce que le DSI, il met la pression. Ils signent parce qu'eux-mêmes ne comprennent rien. Ils signent parce qu'ils sont partis gérer 14 urgences en termes de droit commercial et de droit du travail. Et que les gens qui veulent passer sur Google ou sur Office 365, de toute façon, eux-mêmes, ils ne comprennent rien. Donc, ils nous ont dit que ça serait très, très bien. De toute façon, ça marche. Voilà. En gros, c'est à peu près ça. Maintenant, quand vous regardez dans le détail, vous vous rendez compte qu'il se passe plein de choses qui sont absolument pas acceptables. Et lorsque vous opposez une résistance, notamment par rapport à des très gros acteurs du cloud, au début, ils vous font les gros yeux, ils vous disent non, mais c'est comme ça, de toute façon, c'est pareil pour tout le monde. En fait, quand vous continuez à leur dire non, vous vous rendez compte qu'ils sont même bien contents d'avoir votre argent et vos données. Et là, tout d'un coup, vous pouvez commencer à avoir une discussion assez intéressante au niveau juridique sur les clauses contractuelles qui sont à discuter. Alors ensuite, vous avez la protection des données. Alors on a fait quand même quelque chose de très bien en Europe, c'est la RGPD. La RGPD, c'est finalement tout le règlement européen et national sur la protection des données. Et alors, on peut critiquer la RGPD parce que c'est vrai qu'on constate une très très grosse augmentation du nombre de clics à chaque fois qu'on arrive sur des nouveaux sites web. Pour les cookies, pour ce genre de choses, mais la RGPD a sorti quand même le non-respect de ces clauses et de ses processus de traitement de données à quand même des grosses sanctions financières. Et là, c'est vrai que ça peut faire un peu mal. Moi, j'ai vécu le passage de pas RGPD à RGPD. Je peux vous dire qu'il y a eu un nombre de data centers qui s'est ouvert en Europe par des entreprises qui étaient extra-européennes, mais juste pour être d'équerre, pour ne pas avoir de problème avec la RGPD, ce nombre est proprement hallucinant. Et c'est tant mieux. Maintenant, là encore, il faut faire attention entre ce qui relève de la déclaration de conformité à la RGPD et la manipulation effective des données. C'est-à-dire, OK, mais concrètement, est-ce qu'on est vraiment parti voir en temps réel ce qui s'est passé sur le traitement de données effectif?
Je prends un exemple, il y a un acteur de cloud que je ne citerai pas, qui est un des acteurs que je vous ai cités. Peut-être même il y en a-t-il plusieurs dans la liste. Eux, ils sont partis du principe que oui, certes, les données doivent rester en Europe, mais par contre, les données d'identification, c'est-à-dire que celles que vous allez utiliser pour rentrer, pour accéder à leur service, donc c'est-à-dire qui vous êtes, à quelle heure vous accédez au service, comment, depuis quand et depuis quelle localisation, depuis quel endroit. Alors ça, par contre, c'est pas grave, ça peut être complètement passé directement aux États-Unis sans aucune forme de procès, parce que pour eux, ce ne sont pas des données personnelles, ce sont des données techniques. Bon, c'est comique, évidemment. Voilà. Maintenant, la forme de risque juridique la plus spectaculaire, je pense, sans doute une des plus importantes, pas forcément la plus importante, mais une des formes les plus spectaculaires, ce sont les conflits de territorialité des droits et des lois. Alors, non seulement vous avez des chaînes complexes parce que, comme je l'ai mis là, l'exemple que je cite, c'est un exemple extrêmement courant. Vous avez une entreprise US qui est un fournisseur de services cloud qui va proposer à une entreprise française ses services, ses ressources, par le biais de data centers qui sont hébergés aux Pays-Bas et en Irlande. Au niveau des conflits de territorialité des lois, c'est quand même quelque chose. Parce que tant qu'on reste en Europe, ça va à peu près, il y a une harmonisation, en tout cas, sur tout ce qui va être du commercial d'une façon générale. On peut encore arriver à s'entendre. Mais dès qu'on va avoir une telle extra ou multiterritorialité, on va vraiment être dans un gros souci. On va vraiment avoir de gros soucis. Alors ensuite, parce que évidemment, qui dit territorialité dit extraterritorialité. Extraterritorialité, finalement, je vous ai mis deux photos. Je pense que vous les avez reconnues. Vous les avez reconnues, je vais quand même dire qui c'est. Vous avez d'un côté Edward Snowden et de l'autre, vous avez Jack Ma, que de plus en plus de gens connaissent. Donc, Jack Ma, c'est un multimilliardaire chinois, c'est un des hommes les plus riches de la planète. C'est celui qui a créé Alibaba, qui est une espèce d'Amazon chinois et qui, comme je vous le disais, est un des acteurs de cloud les plus dynamiques en ce moment. Sauf que Jack Ma, il y a moins d'un mois, il lui est arrivé un truc. En fait, il a voulu faire quelque chose avec Alibaba, il a voulu, en fait, j'allais quasiment dire, pas privatiser l'entreprise, mais il a voulu la rendre moins dépendante, on va dire, du joug de Pékin. Eh bien, Jack Ma a disparu, en fait. Il a disparu pendant 15 jours, et puis on n'a pas su où il était allé, et le gouvernement chinois a dit qu'il était malade. Alors, si ça peut peut-être vous rappeler de certains épisodes de la guerre froide, au temps de la Russie soviétique. Voilà, Jack Ma, il a disparu pendant 2 semaines, il est parti se reposer, sans doute dans un très bel endroit, dans l'intérieur du pays, et puis... bon, alors certes, il n'est pas très gros, mais bon, peut-être parti casser des cailloux, peut-être suivre un stage intensif de rééducation à l'écriture traditionnelle chinoise. Mais il est reparti, il est revenu, et puis il n'a plus du tout cette envie, en fait. Il a proclamé son adhésion sans faille au Parti communiste chinois. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on parle de cloud, en réalité, on parle de géopolitique. Quand vous lisez les révélations d'Edward Snowden, l'idée, c'est pas de vous dire, ah, mais en fait, les acteurs de cloud, finalement, eux, ils nous espionnent. Non, oui, certains nous espionnent, mais l'idée, c'est qu'en réalité, la donnée, pour un grand nombre d'acteurs, soit c'est de l'argent, soit c'est du renseignement, et dans beaucoup de cas, c'est les deux. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que quand vous êtes une entreprise, par exemple, qui fait des voitures, que vous allez mettre vos données sur le cloud d'une entreprise qui ressort d'un pays qui lui-même produit des voitures, chez un acteur qui lui-même
a décidé d'investir dans la voiture électrique et dans la voiture intelligente. Est-ce que votre choix, pour le coup, est intelligent? Parce qu'en réalité, ça équivaut potentiellement à aller placer toutes vos données à l'extérieur de votre pays, de votre continent et chez un de vos concurrents. Bon, je vous le dis, il y a des constructeurs européens, ils s'en fichent. Hein. Ils n'ont rien vu, ils trouvent que c'est formidable. Vous voyez, ils sont dans le fantasme ils sont dans l'art du dessaisissement et dans le fantasme de l'immatérialité et de la disponibilité. Hein. Ça, c'est très, très clair. Après, il y en a qui s'en sont mordus les doigts. Je pense que je n'ai peut-être pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé avec BNP Paribas, parce que lorsque BNP Paribas s'est fait rattraper, on va dire, par la patrouille des lois extraterritoriales américaines, eh bien, c'est la première chose que le département de la justice américain a dit à BNP Paribas, ça a été, ah ben, vous avez fait du commerce, vous avez utilisé nos technologies pour aller faire du commerce en Iran, ce qui est formellement interdit. Et la première réaction de BNP Paribas, c'était de dire qu'ils étaient très étonnés, qu'ils n'ont jamais mêlé, à leur connaissance, aucun employé américain, aucun outil américain, enfin que c'était en gros des Français qui allaient faire du commerce, qui allaient faire de la banque et de la finance en Iran. Les Américains ont dit, bah oui, mais vous utilisez un client mail, Microsoft Outlook. Ben voilà, on vous a dit qu'il ne fallait pas utiliser de technologie et d'outils américains. Voilà. Donc ça a été, vous voyez, c'était le premier hameçon. Ça semble un détail, mais ça, en termes d'analyse de risque, ça vaut son pesant d'or. Est-ce que vous êtes absolument obligé de tout mettre et de mettre toute votre confiance sur un cloud américain, chez un éditeur de logiciels américain, alors que vous allez faire du commerce avec des pays que l'Amérique déteste? La même chose existera et existe déjà chez les Chinois, chez les Russes, chez n'importe qui d'autre. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce n'est pas du tout un épisode anti-américanisme. Je dis simplement que voilà ce qui se passe. Donc le cloud est un espace éminemment géopolitique. Alors, donc non seulement parce que vous avez les lois extraterritoriales, alors les lois extraterritoriales, il faut quand même le dire, c'est une grande spécialité américaine. Ça, c'est avec le burger et le bourbon. Les lois extraterritoriales, c'est spécifique. Ensuite, vous allez avoir quelque chose de très, j'allais presque dire, de naturel. Les pratiques de contrôle et d'extraction de données. Vous avez mis vos données à des milliers de kilomètres. Dans les faits, vous n'avez aucune visibilité sur qui est en train de gérer et de contrôler vos données. Vos données sont sur un serveur à des milliers de kilomètres, quelqu'un peut aller les copier, pointer à la ligne. Vous ne le saurez jamais et personne ne viendra vous le dire. Et à la limite, ça n'est même pas dans l'intérêt du fournisseur de services cloud de vous le dire. Vous avez mis vos données dans un data center qui est au Kansas. Est-ce qu'on allait vous dire que dans le Kansas, il y a eu quelqu'un avec tous les bons accès venant d'une certaine agence à 3 lettres qui est tranquillement venu prendre sa petite copie sur clé USB. Hein, personne ne va vous le dire. Donc, ça c'est une chose, mais ça peut aller encore plus loin. Et là, je pense plus particulièrement à des acteurs comme Alibaba. La confiscation à la fois du service et de vos données en cas de conflit. Entreprise française XYZ à son patron qui se pique un jour d'être humaniste et de faire un peu dans l'humanitaire, se met à critiquer le sort réservé aux Ouïghours. Sa société avec son infrastructure chez Alibaba. Ah, manque de bol. Bim, il n'y a plus de service. Et puis, si vous commerciez chez Alibaba, juste le commerce, hein, plein d'entreprises françaises de renom qui ont leurs produits qui sont disponibles sur Alibaba. Les produits, il n'y aura plus de produits. Tout d'un coup, les produits disparaîtront du catalogue. Donc, qu'est-ce que vous faites? Là aussi, là, vous avez un risque. C'est limite ce qu'on appelle en bonne parlance du risque pays à ce niveau-là. Parce que c'est vraiment du risque de pays. Et donc là aussi, c'est géopolitique. Pour ne pas conclure, et je laisserai, je pense qu'après on a des questions, pour ne pas conclure, je ne suis pas du tout en train de vous dire
qu'il ne faut pas utiliser le cloud computing. Pourquoi? Parce que le cloud, c'est un état de l'art technique. Parce qu'il rend des services. Certes, sans doute, il y a plein de professionnels, de gens d'une façon générale, qui l'utilisent sans se poser des questions, juste parce que tout le monde l'utilise et que donc l'instinct grégaire est plus fort que tout. Mais au-delà de ça, il faut bien comprendre que ça répond aussi à des besoins. Hein, ça, c'est très très clair. Maintenant, c'est un état de l'art. Qui dit état de l'art dit qui dit état de l'art dit évolution. Donc, le cloud est appelé à évoluer. Et d'ailleurs, il évolue aujourd'hui. Le portrait que je vous ai dressé est, je le pense modestement, vrai et pertinent, mais aujourd'hui, je peux vous parler de nouvelles tendances, qui ne sont pas juste des nouvelles tendances d'ailleurs, qui sont en réalité des évolutions en termes de business, en termes technologiques, qui sont assez lourdes. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle le cloud hybride et le multi-cloud. Le cloud hybride et le multi-cloud, c'est que là, les professionnels, les entreprises commencent à se rendre compte que pour ne serait-ce qu'au niveau commercial, c'est pas très très futé d'aller mettre toutes ces données chez un seul fournisseur. Donc ils se disent, si on distribue un peu les données chez un peu plein de fournisseurs en même temps, déjà on va pouvoir mieux négocier et puis on va réduire notre surface de risque, forcément, puisque si un de ces risques arrive à l'un de ces fournisseurs, on aura quand même appliqué une politique de réduction des risques, une stratégie de réduction des risques. Et puis, vous avez aussi le cloud hybride. Le cloud hybride, c'est de dire, oui, certes, je mets mes données dans du cloud qui, par exemple, est du cloud public, mais j'ai aussi des data centers ou des salles serveurs à moi, et donc mes données les plus sensibles, par exemple, elles vont rester chez moi, par exemple. Donc ça peut être du cloud hybride, par exemple. Et là, vous avez d'autres enjeux, évidemment, puisqu'il faut savoir être capable de faire finalement migrer et voyager la donnée et, pour une part, les applications entre les différentes instances de cloud. Donc, typiquement, la virtualisation, là, c'est quelque chose qui aide. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'edge computing. Alors, le edge computing, ça n'est ni plus ni moins que la tendance assez lourde qu'on voit aujourd'hui, avoir plein d'usages industriels, de technologies très lourdes comme les transports, le ferroviaire, vous voyez, les chaînes de montage, les chaînes de production. Eh bien, on a cette tendance à voir tout ça se connecter, et à se connecter non pas en réseau fermé, mais à se connecter directement au réseau. Et là, vous avez besoin peut-être de cloud, mais vous avez surtout besoin en réalité d'installations informatiques, de ressources informatiques qui sont éparpillées et distribuées en fait sur tous les coins des implantations des professionnels. Et puis, je le cite quand même si ce n'est pas forcément très connu, il y a l'apparition de ce qu'on appelle le slow web. Le slow web, alors c'est plutôt quelque chose qui existe chez des hackers, chez des gens qui sont dans le web et dans l'informatique. C'est finalement une sorte de retour aux sources. Vous avez la slow food. Par exemple, là, vous avez le slow web. Le slow web, c'est de dire on en a assez d'avoir des trackers partout sur chaque page qu'on visite. On en a assez d'avoir des choses qui sont hébergées n'importe comment, avec des sites web ultra lourds, avec des applications web invraisemblables. Nous, ce qu'on veut, c'est du texte avec du HTML et ça nous ira très très bien. Donc, vous avez une sorte de retour au site web statique, très élégant, mais très épuré à la fois. Et puis, voilà, à la juste information, au juste niveau j'allais dire, de données et d'informations. Bon, ça, je ne vais pas vous dire que c'est underground, mais c'est un peu underground quand même. Mais je tenais quand même à le signaler parce que ça me semble être intéressant intellectuellement. La dernière chose que je voudrais dire avant de laisser la parole peut-être à l'audience, je crois qu'il est important, c'est dans la ligne de ce que j'ai dit précédemment, de ne pas confondre ce qui relève de l'ultra-concentration, de la puissance finalement de calcul, de stockage et de réseau entre quelques acteurs qui ne sont pas monopolistiques, mais qui sont certainement dans une démarche oligopolistique et qui ont en fait des effets de réseau et des effets secondaires qui sont totalement délétères d'ailleurs sur nos économies en général.
et ce qui relève d'un état de l'art technique et de modèles économiques qui eux-mêmes sont en perpétuelle évolution. Voilà, je vous remercie et s'il y a des questions, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation qui est extrêmement intéressante. En effet, on a eu pas mal de questions sur le chat, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais les lire au fur et à mesure et puis vous donner le nom de la personne qui les a posées. Alors, la première question a été posée par Zineb Fetachi. Pensez-vous qu'il est suffisant en matière de cloud le choix de la localisation, les garanties contractuelles, le chiffrement ou l'anonymisation afin de pallier aux risques juridiques? J'y réponds maintenant ou vous voulez que prendre... Oui, on va faire ça. Je vais poser une question l'une après l'autre. D'accord. Je pense que ce sont des choses très différentes en fait. Premièrement, parce que vous ne pouvez pas tout chiffrer. Alors, si, vous pouvez tout chiffrer, mais la vraie question, c'est l'adéquation finalement de ce qui va relever de, j'allais dire, de... Là, il ne faut pas confondre, on va dire, des éléments qui sont des éléments d'urbanisation et d'architecture cloud et applicative avec des éléments juridiques. Les éléments juridiques, à mon avis, alors oui, avoir un fournisseur qui a ses data centers en France ou en Europe, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'au niveau juridique, ça aide. Notamment, ça aide pour tout ce qui est protection des données. Mais il faut bien vérifier que ce fournisseur, typiquement, n'est pas, enfin, soit étanche et des data centers qui puissent être étanches par rapport à d'autres régions du globe, par exemple. Mais après, vous allez quand même avoir l'impératif d'aller vérifier ce qui se passe en termes de politique de sécurité. Vous avez l'impératif de voir ce qui se passe au niveau des couches applicatives, des couches d'infrastructure, et puis évidemment au niveau du contrat. Donc je pense que le problème, les risques juridiques persistent quand même si c'est un début de commencement pour y répondre. Merci beaucoup. Alors, on a une seconde question, cette fois-ci posée par Manon L. Première question, donc on ne contrôle pas grand-chose, surtout quand les grands opérateurs sont étrangers. Où en est-on de la question du Privacy Shield et que dire de l'augmentation exponentielle des cyberattaques qui ne manquent pas de s'en prendre au data center? Je vais prendre la question à l'envers. Que dire des cyberattaques? Les cyberattaques sont en constante augmentation, qui est du cloud ou pas. Ça, c'est quelque chose qui est assez inéluctable parce que, pour paraphraser Michel Houellebecq, le cloud et l'informatique et le cyberespace ne sont que des extensions du domaine de la lutte. Donc, de toute façon, ça, c'est quelque chose qui est irrémédiable. Maintenant, comme je le disais, si vous avez des concentrations d'acteurs, et ces acteurs-là, le jour où ils seront plus touchés, et que leur propre service de sécurité et leur propre expertise cyber ne sera plus à même de pouvoir endiguer telle ou telle attaque, effectivement, vous allez avoir une espèce d'effet de réseau. C'est l'effet de cluster dont je parlais, et ça sera l'effet peut être délétère. Maintenant, le Privacy Shield. Alors, le Privacy Shield, il n'y a plus de Privacy Shield. Hein, il est mort et enterré, le Privacy Shield. Non, simplement, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est le RGPD. Maintenant, il y a des histoires assez invraisemblables d'ailleurs de partage d'informations qui sont en réalité imposées par la législation fédérale américaine, qui disent qu'en théorie, et sans doute en pratique, si vous êtes sur une infrastructure qui est dépendante d'une filiale d'une entreprise américaine, et ben, vous êtes quand même assujetti à, je cite, la lutte à l'extraction de données à des fins de lutte contre le terrorisme et de lutte contre le blanchiment et en gros contre tous les méchants qui veulent s'attaquer à la Terre. Voilà. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc, j'allais dire que c'est tout à fait abusif. Il faut le savoir quand on place ces données, effectivement.
chez un acteur américain, il y aura cette espèce d'épée de Damoclès. Maintenant, ce que je crois aussi, c'est que une fois n'est pas coutume, l'Europe y a bien répondu finalement. Et donc, les Américains sont constamment en train d'essayer d'empiler les exigences, ce qui fait qu'ils sont dans des positions complètement délirantes parfois, parce que ce qui relevait au début d'une policy, j'allais dire, agressive, mais finalement très rationnelle, maintenant, s'est transformé en une espèce d'injonction, d'impératif moral. Vous devez nous donner vos données quand on vous les demande, parce que c'est comme ça. On est qui on est. Sauf que ça ne marche pas en réalité, et que la position finalement de ce genre de loi extraterritoriale, alors il y a d'autres lois extraterritoriales dans d'autres domaines, dont je pense que ça fait partie d'un problème plus large, mais moi, ça ne m'étonnerait pas que d'ici 10 ans, ça vole en éclats. Attention, je n'ai pas dit que j'étais optimiste, je dis juste que ça va voler en éclats parce que les rapports de force géopolitiques dans le monde ne sont plus exactement les mêmes. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, une autre question, cette fois posée par Paché Jean. RGPD, quelles sont les conséquences pour les fournisseurs cloud? Alors, je vous renvoie aussi de la CNIL. Ça, c'est la réponse courte. Non, les conséquences, elles sont quand même majeures. C'est-à-dire qu'en fait, les fournisseurs cloud, comme à peu près n'importe qui d'autre qui a une présence sur Internet, et eux, donc a fortiori, c'est ceux qui ont la plus grosse présence, ils sont la plupart du temps, minimum, ils stockent les données, sans doute ils les contrôlent. Donc en fait, ils sont juste assujettis à une plus grosse transparence. Et normalement, vous êtes capable à la fois de récupérer vos données sur simple demande, et vous pouvez leur demander l'effacement des données, effectivement, dans des cas assez bien documentés et précis. Donc, moi, ce que j'ai pu voir du côté de gros fournisseurs de cloud, c'est qu'ils ne prennent pas ça du tout à la légère. Alors, c'était peut-être que leur service juridique, mais en tout cas, je me souviens qu'il y a quelques années, au moment où le RGPD est apparu, c'était un peu le branle-bas de combat. C'était le branle-bas de combat à Washington, hein, pour dire les choses très clairement. Merci pour cette réponse. Alors, une autre question a été posée cette fois-ci par Skander Malège. Les interruptions de service. Oula, j'ai perdu la question. Attendez, hein, je la retrouve. Voilà, alors les interruptions de service ne sont-elles pas assurées par des SLA? Oui, il faut lire les SLA. Très bien. Alors, autre question, cette fois posée par Florine Moreau. Que pensez-vous du projet européen Gaia-X? Alors, le projet européen Gaia-X, je pense, c'est le projet européen Gaia-X, la genèse du projet européen Gaia-X, il est assez intéressant parce que c'est un projet allemand qui venait du ministère, en gros du ministère de l'Industrie et des Finances allemande, et qui voulait faire une espèce de projet dont le but était de répondre à des besoins de cloud pour l'administration fédérale allemande. Les industriels français ont vu ça, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas associé? Les industriels français y sont donc allés, et ils ont en fait transbahuté avec eux un projet qui, à mon avis, est assez intéressant en lui-même, qui est un projet de schéma d'architecture et de schéma de processus pour la portabilité des applications et des données de cloud en cloud. Et pour ça, Gaia-X est, je crois, très important. Voilà. Là où, à mon avis, Gaia-X a pêché et a même complètement échoué, avant finalement même qu'il ait commencé, c'est que finalement, il était censé devenir, même s'il avait toutes les apparences d'une usine à gaz, c'était censé devenir finalement le lieu de fédération de l'écosystème cloud européen, au sens large. Et ça a été l'exact contraire, puisque finalement, aujourd'hui, vous avez Amazon, Google, Azure, enfin Microsoft, Palantir, qui ont rejoint Gaia-X et qui finalement
ont saucissonné un peu l'affaire. Donc, moi, je pense que Gaia X, il y a deux choses. Il y a des productions, en fait, qui me semblent tout à fait louables et importantes. Et puis après, vous avez Gaia X en tant qu'objet politique, j'allais dire. Et à mon avis, c'est un problème. Voilà. Merci Charles-Henri. Alors, une autre question, cette fois posée par Bader Camille. Dans la mesure où toutes les entreprises ont massivement recours au cloud computing et l'edge computing, vers quel ratio d'externalisation doivent-elles tendre à la lumière des risques qu'elles encourent? Vous pouvez répéter la question, là? Alors, dans la mesure où toutes les entreprises ont Oui. massivement recours au cloud computing et l'edge computing, vers quel ratio d'externalisation doivent-elles tendre à la lumière des risques qu'elles encourent? Je ne sais pas répondre à ça, en fait. Vous utilisez l'edge computing parce que vous avez un besoin industriel, parce que vous avez des besoins sur vos chaînes de production ou voilà, vous utilisez du cloud parce que je ne sais pas, vous avez plusieurs raisons d'utiliser le cloud, mais vous avez aussi des raisons de ne pas l'utiliser. Ce que j'essaie de vous dire, moi je pense que je vous le disais un peu en conclusion, je pense qu'en réalité, la notion qu'on va tout externaliser, ça fait quelques années que ça traîne, mais finalement, à bien y regarder, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et que les gens, à la limite, reviennent. Et que quand ils ne reviennent pas, ils font quand même du multi-cloud. Donc, ils séparent en fait leurs données entre différents fournisseurs. Et puis parfois, ils remettent leurs données directement en interne chez eux, où ils ont eu un contrat avec un fournisseur, un hébergeur, donc quelque chose de beaucoup plus modeste, et ils contrôlent leurs données les plus importantes, etc. etc. Donc moi, je ne pense pas qu'on va continuer dans cette tendance-là. Je pense qu'on va utiliser de plus en plus de cloud, mais on va l'utiliser différemment, parce que on commence à avoir des retours d'expérience, de toute façon, d'entreprise. Et il y a des choses pour lesquelles le cloud marche très bien, il y a aussi des choses pour lesquelles ça ne marche pas. Voilà. Parfait, merci beaucoup Charles-Henri. Alors on va prendre une dernière question pour clôturer cet événement, cette fois-ci posée par Manon L. Que dire du dilemme chiffrement des données par l'entreprise, entre parenthèses, au risque de tout perdre en cas de perte de la clé, ou la plateforme cloud, entre parenthèses, mais sans maîtrise totale de ces données? Je crois que c'est jamais binaire parce que déjà, moi, je suis plutôt d'avis de faire les deux. Mais surtout, perdre la clé, bah non, quand vous êtes dans une entreprise et que les choses sont bien faites, vous ne perdez pas la clé. En fait, la clé, elle est normalement connue de plusieurs personnes. Elle est mise, quand c'est très bien fait, dans une machine qui est elle-même isolée, qui garde les clés. Donc, la seule fonction, c'est de garder les clés et d'authentifier en fait, les gens qui ont accès. Non, donc perdre les clés, non, pas du tout, on ne perd pas les clés. Non, pas de souci. Merci beaucoup Charles-Henri. Alors on est arrivé à la fin de cette présentation. On vous remercie en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé et puis le temps que vous avez mis à répondre à cette question qui est quand même assez intéressante parce qu'on a eu pas mal de personnes qui étaient présentes aujourd'hui et qui ont posé des questions. Alors sachez également qu'il y aura un replay donc, de cette conférence pour ceux qui voudraient la revoir, en tout cas la revisionner, disponible sur nos chaînes AEGETEP. Et j'espère qu'on aura l'occasion en tout cas peut-être de vous réavoir parmi nous lors d'une prochaine conférence. Et je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Ce sera avec plaisir. Merci, au revoir.